Bonjour, cholestérol. Voilà un terme que tout le monde connaît, mais peu d'entre nous savent vraiment ce que ça signifie pour notre santé, parce que beaucoup d'informations contradictoires circulent. Un chiffre récemment publié attire l'attention. En France, parmi les adultes qui ont un excès de cholestérol, 1 sur 2 n'est pas au courant. Alors dans la première partie de cette émission, nous vous expliquerons très simplement ce qu'est le cholestérol et ce qu'il devient dans notre corps. Ce sera avec le docteur Philippe Giral. Bonjour Philippe, installez-vous. Ensuite, nous verrons quelle est la responsabilité de la génétique dans l'excès de cholestérol. Pour cela, nous recevrons le docteur Mathilde Varret, qui est chercheur en génétique à l'INSERM. Enfin, avec Diana Cadouche, que j'accueille. Bonjour Diana, rejoignez-moi. On apprendra à interpréter une analyse de sang. Exactement. Et vous m'avez promis quelque chose. Ça va être spectaculaire. Nous révélerons comment agir pour que le cholestérol ne soit plus un problème pour votre santé. Allez, on commence tout de suite par démêler le vrai du faux. Philippe Giral, oui. Vous êtes spécialiste, médecin des anomalies du cholestérol. C'est pas simple le cholestérol. Pour personne, ni pour les patients, ni pour les docteurs. Regardez ce que vous dites sur le cholestérol. Du cholestérol? Ah bah oui, j'en ai eu, hein. Mais maintenant je fais du vélo elliptique 3 fois par semaine et ma foi, bah, ça va mieux. J'ai entendu dire que le cholestérol, on en a besoin pour fabriquer les hormones et des vitamines. Alors pourquoi ce serait dangereux? J'aime pas les prises de sang et de toute façon, je suis sûr de ne pas avoir de cholestérol. Moi, je peux pas avoir du cholestérol, je mange jamais d'œufs. Il y a des études contradictoires sur l'efficacité sur les statines. On voit ça sur la télévision, on voit ça sur les réseaux sociaux, et qui en même temps qui pourraient avoir donc des effets secondaires. Et c'est ce qui me met un petit peu le doute là-dessus. Merci. Alors Philippe, si vous l'acceptez, votre première mission, c'est de nous expliquer ce que c'est que le cholestérol et ce que ça signifie avoir du cholestérol. Alors tout d'abord, le cholestérol, ça n'existe que dans le règne animal, puisque dans le règne végétal, on parle de phytostérol. C'est une molécule complexe, c'est un hétérocycle, dont vous allez voir effectivement l'illustration. Et c'est un stérol qui est très robuste, c'est-à-dire que l'organisme ne peut pas s'en débarrasser ni le détruire. C'est pour ça que le cœur du métabolisme du cholestérol, c'est le foie. Alors cholestérol, on sent que ça a une signification pour les littéraires. En effet. Ça veut dire quoi? Eh bien, cholestérol, ça veut dire bile dure. Et ça a été en fait imaginé à partir de cette lithiase biliaire, puisque le foie est le centre du métabolisme du cholestérol. Cholé, stéréos, bile, solide. Et pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire aussi. En effet, c'est un chimiste français, Poultier de la Salle, qui a découvert les cailloux dans la vésicule, et un siècle plus tard, c'est Eugène Chevreul, un chimiste français, qui l'a appelé cholestérine. Et en fait, après, c'est Marcellin Berthelot qui l'a appelé cholestérol. Alors, on va revenir un peu à la santé proprement dite. On dit généralement que le cholestérol il est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, notamment pour assurer la fluidité des cellules, de la paroi des cellules, également pour fabriquer certaines hormones. Il paraît que c'est indispensable pour les hormones sexuelles notamment. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de consommer du cholestérol tous les jours pour ne pas être carencé? Cette substance est tellement indispensable que l'organisme il la synthétise. Le foie synthétise du cholestérol. Et toutes les cellules peuvent synthétiser du cholestérol. Le problème du cholestérol, c'est sa circulation dans l'organisme. Le cholestérol, c'est du gras. Le sang, c'est de l'eau. Alors, on va faire un test. Exactement. On a décidé de faire un test et on va vous mettre à l'épreuve, Diana. Vous allez apporter de l'huile et de l'eau. Et Philippe Giral va nous aider à comprendre à quel rapport ça a avec ce dont on est en train de parler. Donc, vous allez mélanger De l'eau, l'huile. mettre de l'huile dans de l'eau. Donc ça, en fait, ça représente le cholestérol qu'on mettrait dans le plasma, dans le sang. Toutes les graisses qu'on a dans le sang. En fait, il y a aussi les triglycérides, mais c'est le cholestérol aussi. Et on s'aperçoit que l'huile, elle va surnager au-dessus de l'eau, et donc ça va empêcher vraiment sa circulation. Donc ça ne peut pas se mélanger. Ça, c'est la première chose. Donc, exactement. Donc il faut qu'il y ait un artifice galénique. En fait, on secoue très fort. Ah. Et on en fait, va pas le faire couler. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, on va s'apercevoir en fait que l'huile, elle est sous forme de petites billes qu'on appelle des micelles. Et c'est en fait ce que l'organisme va faire. Il va créer des petites billes qui vont être remplies de cholestérol. Donc ces petites billes là que vous voyez à l'écran, Voilà. ça représente des petites billes qui sont indispensables pour transporter le cholestérol
dans l'organisme. C'est tout à fait ça. Et quand ces billes sont riches en cholestérol, on appelle ça des LDL. Et le cholestérol qu'elles transportent, c'est le LDL cholestérol. Alors je vous propose de voir une petite animation qui va nous faire comprendre le rôle justement de ces particules. Ici on voit le foie hein, qui fabrique du cholestérol, qui fabrique ces particules de LDL, vous voyez en jaune, qui contiennent du cholestérol. Et on voit ici que ces particules ne peuvent pas s'accumuler dans le sang parce qu'elles sont éliminées au fur et à mesure, quand il y en a trop, par le foie grâce à des récepteurs en bleu qui sont reconnus par une protéine qui est à la surface de la particule de LDL, cette bille, donc qui permet à ce que la bille soit reconnue par le foie pour pouvoir être éliminée et donc que le cholestérol et la particule ne s'accumulent pas dans le sang. Alors ce qu'il est important de préciser, c'est que le foie fabrique le cholestérol, mais en fait seulement un tiers du cholestérol circulant va être capté par les cellules. Et les 2/3 du cholestérol qui circule sous forme de LDL va être récupéré par le foie, d'où l'importance de ces récepteurs, comme vous venez de les décrire. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est dangereux d'avoir trop de cholestérol et en particulier trop de billes, trop de LDL dans l'organisme et dans le sang. En effet, parce que le cholestérol doit quitter les artères pour aller vers les organes, et il peut être retenu dans la paroi des artères, est à l'origine d'un épaississement de cette paroi et de l'apparition d'une plaque. Celle-ci va diminuer le flux du sang, favoriser la coagulation et la présence de caillots. C'est ce qu'on voit en image. Hein. Exactement, et ça peut à ce moment-là boucher l'artère et créer un infarctus en aval de cette artère, puisque soit l'organe n'est plus perfusé. Cœur, soit au niveau du cerveau, si un petit caillot part... Exactement, c'est le même mécanisme, c'est un caillot qui va boucher l'artère. Donc il faut éviter l'accumulation de cholestérol et des billes de ces LDL dans l'organisme pour éviter les maladies cardiovasculaires. Absolument. Il y a des traitements pour ça? Alors voilà, donc on rentre sur les fameuses statines, mais il vaut mieux connaître un peu l'histoire aussi, parce que c'est une très ancienne histoire. C'est Braun et Goldstein qui ont eu le prix Nobel en 1986, qui en 1973 ont montré que les gens qui avaient une hypercholestérolémie familiale avaient une enzyme qu'on appelle l'HMG-CoRéductase qui fonctionnait beaucoup. Première chose. Deuxième chose, parallèlement en même temps, c'est Akira Ando, qui est un chimiste japonais, qui cherchait un nouvel antibiotique, sur des levures d'ailleurs, qui a trouvé qu'il y avait une substance qui permettait d'inhiber l'HMG-CoRéductase. Et ça s'appelait la compactine, c'était celle qui était la moins toxique. Donc là, on n'est pas très étonné. Peut-être que quelques années plus tard, on ait pu se rendre compte que cette compactine pouvait traiter l'hypercholestérolémie chez des malades atteints de forme familiale. C'est tout à fait ça, puisque Braun et Goldstein ont continué pendant 10 ans leurs travaux, et ils ont montré que chez les patients qui avaient une hypercholestérolémie familiale, les statines augmentaient le nombre de récepteurs LDL, et si vous augmentez le nombre de récepteurs, vous allez entraîner une baisse du LDL cholestérol qui circule. Et c'est à la suite de cela que les laboratoires pharmaceutiques ont vu tout l'intérêt de ces molécules, qu'on a synthétisé de façon artificielle des molécules qui étaient encore plus efficaces que la molécule de base, et qu'on a fait des essais avec plus de 100 000 personnes qui ont montré de façon formelle que le fait de baisser le LDL cholestérol chez des gens qui ont un risque cardiovasculaire élevé entraînait une diminution du nombre d'infarctus ou de récidives d'infarctus. Alors là, on parle des statines. Vous connaissez, comme moi, mieux que moi, la polémique lancée par certains médecins, par des patients qui affirment que les statines font plus de mal que de bien. Certains disent que le cholestérol aussi n'est pas la cause des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas l'avis, vous savez, de David Ginola que vous devez connaître. On l'écoute. Les gens pensent que les problèmes cardiaques surviennent uniquement quand on est âgé, qu'on a beaucoup bu ou fumé. Il n'en est rien, j'en suis l'exemple frappant. Je n'ai pas vu venir cet accident cardiaque brutal qui m'a touché en 2016. Dans mon cas, c'est un excès de cholestérol et des antécédents familiaux qui m'ont exposé au risque d'attaque cardiaque et cela a failli m'être fatal avant même mes 50 ans. Avant les 50 ans, on a bien entendu, hein, on peut souffrir de ces maladies cardiovasculaires quand on a un excès de cholestérol. Et écoutez encore David Ginola qui insiste sur l'importance de l'hypercholestérolémie. L'excès de cholestérol dans le sang me touchait probablement depuis très longtemps. Je ne ressentais rien. C'est une anomalie totalement asymptomatique qui ne m'a pas empêché d'avoir la carrière que vous connaissez. Et c'est brutalement avec mon attaque cardiaque que les conséquences de l'excès de cholestérol se sont révélées. Alors aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de faire confiance aux médecins, de se faire dépister le plus tôt possible et traiter, quand les médecins le jugent nécessaire. L'excès de cholestérol peut être fatal. Alors, Philippe Giral, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui remettent en question le rôle du cholestérol
et des billes de LDL dans la survenue des maladies cardiaques. Je précise parce que c'est souvent ce qui est avancé par le détracteur du cholestérol que vous n'avez aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Absolument. Et je pense que ce que dit David Ginola est vraiment se passe de tout commentaire. Moi, je voudrais faire un commentaire plus général. Pour faire de la bonne médecine, il faut qu'il y ait un cercle vertueux, la confiance entre le médecin et son patient. Si le patient dit au médecin « je ne vous fais pas confiance, je ne crois pas en votre expérience, votre savoir », à ce moment-là, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des systèmes de sectes et des croyances. Et au bout du compte, c'est le patient qui va payer tout ça parce que c'est lui qui est demandeur et c'est lui qui devra assumer le résultat de ses choix thérapeutiques. Merci beaucoup, Philippe Giral. Diana Cadouche, vous restez avec nous parce que, rappelons ce que vous allez faire dans la dernière partie de cette émission. Je vais vous donner de belles solutions à ce problème de cholestérol. Ben, on va rester, vous allez rester avec nous et puis vous aussi vous restez avec nous. L'hypercholestérolémie, c'est plus ou moins favorisé par des anomalies génétiques, on en a déjà parlé, mais on va en parler plus en détail avec notre invitée, le docteur Mathilde Varret. Elle est chercheure en génétique à l'INSERM. On l'accueille tout de suite. Bonjour Mathilde, rejoignez-nous. Bonjour Boris. Installez-vous, installez-vous. Alors l'accumulation de cholestérol dans le sang, c'est un problème fréquent et il n'y a pas que le mode de vie, on le dit, il faut le redire régulièrement, qui en est responsable. Nos gènes, donc les caractéristiques qui nous sont transmises par nos parents, peuvent influer. Il y a une maladie qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale, que nous allons illustrer avec un témoin, quelqu'un qui en est touché et qui va nous montrer à quel point la génétique peut avoir une influence. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour témoigner de ce fait que finalement l'alimentation n'est pas forcément la cause de l'élévation du cholestérol chez certaines personnes. Alors effectivement, c'est bien une maladie génétique, une maladie héréditaire. Moi, je l'ai découvert à l'âge de 23 ans par ma grand-mère. À l'époque, elle en avait 80. Elle est morte 10 ans plus tard. Mais nous sommes une famille nombreuse, et donc ça a été le branle-bas de combat dans la famille. Elle a demandé à ses fils et sa fille de faire des analyses. Sur 5 de ses enfants, 4 avaient du cholestérol. Et chacun avait 4-6 enfants. Mon père, donc, qui avait le cholestérol, a passé le cholestérol à 4 de ses enfants également, sur 6, dont moi. Alors, moi, j'ai également 3 enfants, mais mes 3 enfants ont du cholestérol. Et j'ai 4 petits-enfants. Pour l'instant, il n'y en a qu'un que nous avons analysé, mais malheureusement, qui a aussi du cholestérol. Voilà. Donc, la particularité que j'ai dans cette chaîne, c'est que moi, à l'âge de 40 ans, j'ai eu un infarctus suivi d'un triple pontage. Alors, je prenais des médicaments, mais le problème, c'est qu'il faut les prendre régulièrement. Et ça faisait 6 mois que je n'en prenais plus. Et voilà. Le cholestérol est remonté. Le cholestérol est remonté et a fait mal, alors que la veille, je peux vous dire que je me portais bien. J'animais une convention de 300 personnes. J'étais fatigué le soir, comme est toute personne. Mais donc c'est une ça ne prévient pas. Prévient pas. Merci beaucoup Bernard de ce témoignage. Alors Mathilde, on voit qu'il peut y avoir un rôle de la génétique à ce point. Oui, bien sûr. On sait qu'à peu près 1 sujet sur 500 est atteint d'hypercholestérolémie familiale. Dans la population générale? Alors ça, c'était sur des études de population ciblée faites aux États-Unis, population avec infarctus du myocarde. Et on sait maintenant plus récemment que dans la population générale, il y a beaucoup plus de sujets qui sont atteints. C'est une grande étude danoise sur la population générale qui a montré qu'il y avait environ une personne sur 200 qui était atteinte d'hypercholestérolémie familiale. Et en France, on n'a pas de diagnostic systématique du taux de cholestérol, donc on ne sait pas quelle est la proportion de patients qui sont atteints, mais c'est grosso modo 1 sur 200 atteints d'hypercholestérolémie familiale. Alors, ce n'est pas évident de savoir qu'on est atteint d'hypercholestérolémie familiale si on n'a pas fait de bilan, et même si on a une prise de sang, ce n'est pas toujours simple. Alors, il y a des symptômes qui doivent attirer l'attention. On va les montrer en images parce que si vous êtes concerné ou si des proches sont concernés, il faut leur en parler parce qu'un diagnostic précoce, ça veut dire une meilleure prévention.
Alors dans ces symptômes, il y a d'abord ce qu'on appelle le xanthelasma, c'est des petits dépôts de graisse qui se présentent sous une forme d'une tuméfaction, c'est un peu gonflé et jaunâtre au niveau des paupières. Deuxième signe, ce qu'on appelle les xanthomes. Là, c'est des tuméfactions qui se trouvent au niveau des tendons, notamment au niveau des tendons d'Achille, donc derrière la cheville. On peut également en avoir au niveau des mains ou encore au niveau des coudes ou des genoux. Troisième signe, c'est ce qu'on appelle l'arc cornéen. Vous voyez ici, vous avez un petit arc blanc en bas de la cornée et ça a une valeur quand on a moins de 45 ans. Au-delà de 45 ans, en particulier après 60 ans, ça peut arriver d'avoir ça sans que ce soit du tout pathologique. Mais si ça survient avant 45 ans, c'est un signe évocateur d'hypercholestérolémie familiale. Mais même dans ces cas-là, on n'est pas sûr qu'on a la maladie. Alors comment on fait aujourd'hui pour être sûr qu'on a cette maladie? Est-ce qu'il y a des tests génétiques? Oui, il y a des tests génétiques et les patients qui nous sont adressés le sont parce qu'ils ont un taux de cholestérol déjà mesuré au-delà de 1,9 g par litre chez les adultes ou pour des individus qui ont fait un infarctus du myocarde avant l'âge de 60 ans. Alors, les anomalies, vous pouvez les détecter tout le temps. Vous pouvez, par un test génétique, savoir si une personne a ou non une hypercholestérolémie familiale ou ça concerne une petite proportion des cas? Alors, dans à peu près 80% des cas, on arrive à identifier la variation. Et soit on trouve une mutation qui a déjà été validée, qui est connue pour être pathogène, donc on peut avertir le patient et faire un dépistage dans toute sa famille pour identifier les apparentés qui seraient porteurs. Soit on va trouver une variation qui n'est pas répertoriée, qu'il va falloir valider. Donc là, c'est de la recherche. On va peut-être trouver une nouvelle anomalie. Alors aujourd'hui, il y a 3 anomalies qui existent et qu'on va décrire. Vous allez nous décrire ça avec les images que l'on va voir. Et la première anomalie, et c'est celle qui concerne le plus de personnes, c'est une anomalie au niveau du récepteur LDL. Hein. Oui, le récepteur des LDL, comme présenté tout à l'heure, c'est ce récepteur à la surface des cellules du foie, mais aussi des cellules de tout l'organisme. Alors, si ce récepteur est muté, s'il n'y en a plus, le LDL va s'accumuler dans la circulation. Donc, c'est le manque de récepteur parce qu'il y a une anomalie génétique. Oui. Deuxième situation, c'est une mutation d'une apoprotéine dont on a parlé, l'apoprotéine B. Hein. Voilà, l'apoprotéine B, c'est la protéine qui est à la surface des LDL et qui va permettre de reconnaître le récepteur. Et là, ils ne peuvent pas être reconnus parce qu'il n'a pas la bonne forme. Voilà, c'est la clé qui ne rentre pas dans la serrure. Donc là encore, une mutation qui peut entraîner une accumulation de ces particules de LDL. Oui. Il y a une troisième mutation qui est connue aujourd'hui, qui concerne très peu de personnes, qui est la mutation de PCSK9. Oui, PCSK9, donc c'est un nom barbare pour une protéine qui va réguler le nombre de récepteurs au LDL présents à la surface des cellules du foie. Alors là, on a parlé des formes qui sont génétiquement déterminées, c'est-à-dire si on a l'anomalie génétique, on aura une hypercholestérolémie sévère, mais dans la majorité des cas, la génétique joue un rôle où finalement c'est uniquement l'alimentation qui est en cause dans l'hypercholestérolémie. Dans l'hypercholestérolémie familiale, c'est effectivement la mutation. Mais ça représente un sujet, ça représente une petite proportion de patients avec hypercholestérolémie, la plupart ayant soit des facteurs de risque, c'est-à-dire des anomalies génétiques qui vont simplement leur donner une susceptibilité à mal réagir à une mauvaise alimentation. Et donc là, on est dans les formes qu'on appelle polygéniques, ça veut dire qu'il y a… Multifactoriel plutôt. Multifactoriel, et donc si on a cette prédisposition, alors si on ne mange pas suffisamment bien, alors on va développer une hypercholestérolémie. Si on mange mieux, ça va s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup Mathilde Varret d'avoir été avec nous, merci infiniment. En tout cas, dans tous lesquels l'alimentation, elle joue un rôle important, et il existe aussi des compléments alimentaires en pharmacie qui sont proposés pour baisser le cholestérol sanguin. En pratique, on va voir ce qui marche vraiment et ce qui est recommandé. On vous l'avait promis, ça va être tout de suite avec Diana Cadouche. Diana. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Tout à l'heure, on est là, l'un en face de l'autre. Avant de donner les conseils pratiques sur ce qu'il faut faire pour faire baisser le cholestérol, il faut déjà savoir si on a un excès de cholestérol. À quel âge on doit faire un bilan de cholestérol pour la première fois?
Alors, selon les recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé, la HAS, on commence à faire un bilan pour un homme à partir de 50 ans et une femme à partir de 60 ans. Si tard que ça? Alors, en pratique, pas exactement. C'est-à-dire que ça dépend si vous avez des facteurs de risque. Imaginez, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, tabagique. Tendu, ça veut dire quoi? Hypertension artérielle, pas excusez-moi. tendu, Exactement, nerveusement. pas tendu nerveusement, et pourquoi pas éventuellement. Eh bien, dans ces cas-là, votre risque est augmenté de faire peut-être un accident cardiovasculaire. Et dans ces cas-là, il est conseillé de faire un bilan bien avant. Et autre chose, pour les femmes généralement qui commencent une contraception, on leur demande très souvent un bilan de cholestérol. Donc finalement, il est souhaitable de connaître son taux de cholestérol dès qu'on est adulte. Ça fait un peu partie de l'identité d'une personne, tout comme votre code secret de carte bleue. Que je ne donnerai pas, mais oui, c'est à peu près ça. Donc voici un bilan lipidique. Oui. Comment le déchiffrer? Quelles sont les normes? Alors, bon, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres. Il faut tout simplement déjà savoir ce que l'on regarde. Ce qui va vous intéresser finalement, c'est la ligne LDL cholestérol. Vous en avez déjà, exactement, vous en avez déjà parlé. Mais finalement, c'est cette valeur qu'on ne sait pas interpréter. Et pour cela, je vais vous donner des petits repères. Il faut savoir qu'en France, une étude a montré que la majorité de la population avait autour de 1,3 g par litre. La moyenne de la population était de 1,3 g par litre. Donc on considère qu'au-dessus de 1,6 c'est élevé et au-dessus de 1,9 g par litre c'est très élevé. Donc 1,30 c'est la moyenne, 1,60 on parlera clairement d'hypercholestérolémie et au-delà d'1,90 g c'est une franche hypercholestérolémie avec peut-être, comme on l'a vu il y a quelques instants, une forme familiale. Exactement, bien sûr. Alors, à partir de quelle valeur il faut traiter et prendre un médicament? Parce qu'on a vu que c'est fréquent d'avoir des taux de cholestérol modérément élevés, mais à partir de quelle valeur il faudra prendre un médicament? Eh bien, c'est toute la question et c'est ça que votre médecin va faire. Tout dépend du risque. Je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire du risque cardiovasculaire. C'est comme en voiture. Vous prenez l'autoroute et vous avez des vitesses sur votre route. Vous prenez l'autoroute, une route de montagne, ce que vous voulez. Et en fonction du risque, eh bien, la vitesse change. Alors, on va regarder ça parce que vous nous avez préparé une petite illustration. Exactement. Et effectivement, ici, vous avez l'autoroute en plein soleil. 130 km/h, c'est la vitesse à ne pas dépasser. Exactement. En dessous, s'il pleut, 110. Exactement. Parce que le risque est plus élevé. En dessous, dans d'autres routes plus petites, où le risque est un peu plus élevé, 80, et en agglomération, 50. Et ce que vous nous expliquez là, c'est que c'est pareil pour le cholestérol. Exactement, c'est-à-dire que vous avez, nous l'avons vu, bon, un risque faible, on considère que c'est 1,9, mais généralement c'est 1,3, risque modéré, et en fait, plus c'est élevé, plus on va être volontairement méchant, entre guillemets, avec nos patients en voulant justement abaisser ce taux de cholestérol. Donc, parce que le risque est augmenté. Est élevé, plus on va souhaiter réduire le taux de cholestérol sanguin. Alors venons-en au conseil diététique, et là vous nous avez apporté un certain nombre d'aliments. Je ne sais pas si c'est ce que vous achetez habituellement. Regardez la caméra, regardez pas l'alimentation. On est avec du monde là. C'est exactement, je tente de résister. Alors oui, je vous ai amené des choses un petit peu à manger. Déjà, il faut en fait savoir ce que l'on achète. Concrètement, en fait, dans une alimentation, ce qui est important, c'est les graisses saturées. Vous m'interrogez en fait. Oui, c'est ça. Ce sont les graisses saturées que l'on va vouloir diminuer, pas toutes les autres graisses. Et les graisses saturées sont dans votre alimentation. Alors on sait que les graisses saturées, on entend régulièrement parler de ça. Ce sont, alors c'est une définition chimique sur laquelle on va parvenir, le terme saturé, mais on sait qu'on les trouve dans certains aliments, qu'il faudra donc diminuer les viandes grasses, les charcuteries, le beurre, réduire ces graisses saturées, les remplacer par des graisses qui sont insaturées, comme de l'huile de colza, l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, que ce soit dans les produits industriels ou dans les produits d'assaisonnement. Mais concrètement, on ne va pas tout retirer, c'est une question de quantité. On dit toujours qu'en alimentation, tout est question d'équilibre. Comment faire pour savoir ce que ça veut dire manger de façon raisonnable des graisses saturées? Alors, je vais vous donner un repère simple. On a estimé que l'on pouvait manger, bon, selon les patients bien entendu, jusqu'à 20 grammes de graisses saturées par jour dans nos repas. C'est un ordre de grandeur. C'est un ordre de grandeur. Et ce sont les recommandations. Exactement. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est 20 grammes de graisses saturées, Boris? Alors, moi, je vous ai fait, pour expliquer un petit peu, un menu d'une journée
on va dire, relativement équilibré. Et je vous ai montré combien de grammes de graisse saturée j'ai eu. Donc, au petit déjeuner, 2 biscottes complètes et 20 grammes de margarine, ça m'a fait 2 grammes. Au déjeuner, ça m'a fait un total de environ 8 grammes. Taboulé, beefsteak, salade. 10 grammes, pratiquement 10 grammes. Pratiquement 10 grammes. Et puis le goûter, bon, j'ai rajouté un goûter, parce que j'estime que vous pouvez avoir faim, en cas. Donc 4,5 grammes. Un biscotte, une demi-cuillère à soupe de purée d'amande. Je vais l'expliquer plus tard. 5 grammes. Exactement. Et le 3 dîner. Grammes au dîner. Donc ça nous apporte près de 20 grammes de graisse saturée, mais donc on n'a plus droit à rien. Voilà, alors généralement, là j'ai mis l'Anka, etc. Ça varie entre 15 et 20 grammes. Maintenant, vous l'avez dit, il va falloir pister un petit peu les choses. C'est les grammes en plus qu'on va devoir essayer d'éviter. Donc ce que vous nous expliquez, c'est qu'on va consommer à peu près 15 grammes de graisse saturée dans l'alimentation habituelle et qu'on a le droit à peu près 5 grammes de graisse saturée sous forme d'un aliment qui nous convient. Mais alors, qu'est-ce qui nous convient? C'est un peu la question. Et c'est quoi 5 grammes alors? Eh bien, on y va. Du coup, je vous ai montré sur la table des estimations. Donc, par exemple, la chose la plus basique, c'est le mini-beurre, version hôtel, que l'on mange généralement le matin, vous savez, sous nos biscottes, etc. Eh bien, ce petit mini-beurre, eh bien, c'est 5 grammes. 5 grammes. Déjà 5 grammes. D'accord. Bon, ce fromage, j'ai envie de me rajouter dans mon repas un fromage frais. Très bien, 5 grammes à nouveau. Ou encore, ce produit laitier, qui est généralement une grande tasse de lait, eh bien, c'est 5 grammes aussi. Donc ça, c'est une estimation pour vous montrer. Mais il y a d'autres choses que l'on peut éviter. Et bon, j'ai été un petit peu cruelle, mais j'ai voulu vous montrer que... 2 biscuits, c'est déjà plus de 3 grammes. Eh oui. Un peu de charcuterie, 5 grammes. 6 bouchées, vous vous rendez compte de l'apéritif avec vos amis, 6 bouchées de saucisson, vous êtes déjà en général, plus de 5 plutôt grammes. 12, hein. C'est généralement plutôt Et 12. un peu de cake, 4 grammes. Bon, 4 alors grammes. maintenant, ok, on va réduire les graisses saturées. On va essayer de réduire les aliments qui en contiennent beaucoup. Par quoi les remplacer? Alors pour le beurre, justement, il y a sur le marché, on en voit beaucoup, les margarines. Comme repère simple à retenir, c'est de regarder s'il y a moins de 15% d'acides gras saturés au niveau de cette margarine. Pour être très en dessous du beurre. Exactement. Alors ça, c'est si on aime la margarine. Il y a plein de margarines, vous l'avez dit, des margarines anti-cholestérol comme celle-là, ça fonctionne? Alors oui, il y en a une sur le marché, ce sont des stérols donc végétaux. Il y en a une seule, ça marche si on le consomme tous les jours, à assez grande quantité quand même, et c'est assez cher. C'est cher, donc ne pas s'obliger à consommer ce type de margarine si on n'en a pas facilement les moyens. Et si on n'aime pas la margarine, parce qu'en France, il y a quand même une culture de la bonne alimentation, du beurre, si on n'aime pas la margarine. Eh ben, si on n'aime pas la margarine, déjà, le beurre n'est pas complètement interdit. Je ne suis pas en train de le retirer de votre alimentation. Mais si on n'aime pas la margarine et le beurre, eh ben, il y a on va dire une solution alléchante qui est la purée d'amande. Donc, c'est une petite cuillère à soupe qui est extrêmement pauvre en acides gras saturés. Par exemple, une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à soupe, c'est autour de 0,5 grammes. Donc, on a de la matière grasse et de la bonne matière grasse. Un petit peu de beurre, on peut le conserver, on l'a vu tout à l'heure. Et pour compléter, éventuellement, de la margarine si on aime ou de la purée d'amande. Alors là, on a vu qu'il fallait réduire les graisses saturées. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé volontairement, c'est la réduction du cholestérol alimentaire. Dans les œufs notamment, il y a beaucoup de cholestérol, dans un certain nombre d'aliments d'origine animale également. On sait depuis quelques années que ce n'est pas la priorité numéro 1 de réduire le cholestérol alimentaire. C'est tout de même une recommandation qu'il faut garder en tête et on peut dire qu'il faut limiter la consommation d'œufs, disons 3, 4, voire 5 œufs par semaine en comptant les œufs cuits en omelette ou en œufs au plat et puis les œufs des gâteaux. Ces recommandations, ce sont les mêmes en France et dans les autres pays du monde. Voici la confirmation avec le professeur Fischer, un expert des maladies cardiovasculaires aux États-Unis. Je suis le Dr Fischer, de la faculté de médecine de New York. Je dirige le programme de prévention des maladies cardiovasculaires. Nous conseillons à tous nos patients de suivre un régime pauvre en cholestérol alimentaire et en graisses saturées, en raison de leur tendance à élever le taux de cholestérol LDL, facteur de risque majeur de survenue de maladies cardiaques. Je suis heureux aujourd'hui que des recommandations similaires soient appliquées en France. Eh bien, nous aussi, on est heureux de voir que les choses sont à peu près consensuelles dans le monde entier quand on interroge les experts. Alors, d'autres recommandations
Alors oui, il y a 2 moyens de baisser naturellement le cholestérol, et ça, ce sont avec des réflexes que nous devons appliquer au quotidien. La première technique, c'est d'intégrer du son d'avoine dans son alimentation, 3 cuillères à soupe par jour, permettent justement de diminuer ce mauvais cholestérol. Et l'intégration dans son alimentation d'amandes, alors là c'est une poignée, généralement c'est 30 amandes par jour, permettent déjà de combler les petits creux et deuxièmement de diminuer le cholestérol. Donc des moyens naturels, il y a des compléments alimentaires qui sont en vente en pharmacie, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors oui, là vous êtes en train de parler de ce qu'on appelle la levure rouge de riz. Alors c'est étiqueté naturel, mais attention, ça a les mêmes effets, donc l'efficacité, mais surtout les effets secondaires de beaucoup de médicaments. Et à tel point que la FDA, la Food Drug Administration, je vous salue pour mon anglais, a carrément ôté ce produit de l'alimentation, du commerce, parce qu'elle a jugé que c'était un médicament en fait, qui avait des effets secondaires très graves, notamment des effets secondaires au niveau musculaire. Comme les statines. Au même titre que les statines, le même risque que les statines. Qui survient très rarement, mais quand il survient, ça peut être grave. Donc c'est un médicament. Et sachez qu'il y a, et vous le retrouverez sur nos réseaux sociaux, des publications de cas de personnes qui ont consommé des compléments alimentaires et qui ont eu des effets secondaires gravissimes. Dont un au niveau du foie. Merci beaucoup Diana d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour réagir, pour partager vos réactions et surtout pour visionner les bonus. À très bientôt dans une nouvelle émission pour une meilleure santé connectée. À bientôt.